13 heures, le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. La fête du travail célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Plusieurs actions et rencontres prévues. Mais le 1er mai n'est pas obligatoirement exempt de travail, notamment chez les populations rurales et le secteur informel. Ces travailleuses et travailleurs se prononcent à Bouaké, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Dans ce journal également, la 5e rencontre de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière ivoiro-burkinabé. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Au menu, les résultats des ateliers de travail des sous-commissions techniques. Enfin, au Sénégal, les autorités sanitaires inquiètent après la découverte d'un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Célébration aujourd'hui, lundi 1er mai 2023, de la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Plusieurs actions prévues dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, les syndicats sont reçus par les autorités gouvernementales. Les précisions dans nos prochaines éditions. 1er mai 2023, fête du travail, mais ce jour n'est pas obligatoirement exempt de travail, notamment chez les populations rurales et le secteur informel. Ces travailleuses et travailleurs sont en effet toujours à la tâche. Soro Corona les a rencontrés à Bouaké, dans la région centre du pays. Kpangmambo, village de la commune de Bouaké. Ce lundi 1er mai, c'est un village quasiment vide. La pluie tombée la veille a eu raison des paysans. Rufin Kofi, jeune agriculteur, s'apprête à aller au champ. Sur place, Rufin et sa femme aménagent l'espace pour la culture de l'igname. Pour lui, la fête du travail concerne les travailleurs de la ville. Là, ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On s'est dit que c'est pour ceux de la ville. Et Dieu merci, la pluie est. Donc, au lieu de laisser la pluie, on doit saisir cette occasion. À quelques kilomètres de Kpangmambo, à Lokokuru, Joël Kouna, productrice d'escargots, est à sa ferme pour ravitailler les clients ce lundi 1er mai. J'ai fait sortir des escargots, c'est pour envoyer à mes clients. Il n'y a pas de repos, les commandes sont là. On ne peut pas regarder à cause de la fête, ne pas livrer les commandes, sinon on va perdre la clientèle. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls à ne pas s'intéresser à la célébration du 1er mai. Bouaké Kati Soukoura, Abdoulaye Diakiti, ce septuagénaire s'est reconverti en réparateur de machines à café après sa retraite. Un métier qui requiert l'assiduité à l'atelier. La fête du travail en tant que telle, moi je dirais plutôt que c'est pour les fonctionnaires, mais puisque nous sommes dans le secteur informel, on est dans un secteur, on vit presque du jour au jour. Donc il faut faire face aussi à la demande des clients pour respecter la fête du travail. On aimerait bien le faire, mais avec... c'est un peu compliqué. Les acteurs du secteur informel, eux aussi, ne sentent pas l'importance de cette fête. On n'est pas salarié. Bon, tu donnes un rendez-vous au client, tu ne peux pas attendre de faire du travail. Il ne peut pas te comprendre. La pharmacie qui est à côté de nous, là, c'est quand c'est fermé qu'on sent que c'est fait du travail. Sur le moment, on n'est pas informé ni rien. Pourquoi le 1er mai, qui célèbre les acquis en matière d'amélioration des conditions de travail et pose les revendications, est méconnu du monde rural et du secteur informel? Les zones rurales, et certainement que les travailleurs ne sont pas en syndicat. Et donc, ils ne peuvent pas être certainement au fait de la fête du travail. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats travaillent plus avec les structures qui sont organisées, notamment les sociétés qui sont légalement constituées. Nous, les fois prochaines, on pourra prendre la tâche avec ces personnes qui pensent qu'elles sont écartées, alors qu'elles ne devaient pas l'être dès l'instant où elles sont des travailleurs et travailleuses comme les autres. La fête du 1er mai a des origines américaines. C'est en 1886 à Chicago, une grève suivie par 400 000 travailleurs au cours de laquelle ils demandent la réduction des heures de travail à 8 heures. Cette victoire pousse les responsables syndicaux à poser d'autres revendications allant dans le sens d'améliorer les conditions de travail des salariés. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats de l'enquête de satisfaction globale 2022 de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sont satisfaisants. Enquête interne et externe, ces données ont donc été présentées et expliquées récemment lors d'une rencontre dans la commune du Plateau en présence du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré-Conan, est au micro de Lanciné Bakayoko.
Cette enquête a pris en compte deux volets, à savoir une enquête interne destinée à recueillir l'opinion et le niveau de motivation des agents du Trésor public et une enquête externe visant à recueillir le ressenti des clients sur la qualité des prestations. J'ai nourri l'ambition de faire fonctionner le Trésor public sur le modèle du privé, c'est-à-dire une administration qui se fixe des objectifs et qui met tout en œuvre pour les atteindre. Cette démarche nous a valu d'être certifiés ISO 9015 en 2019. L'étude qualitative et l'étude quantitative font ressortir un taux de satisfaction de 83% chez les personnes physiques et 68% pour les personnes morales. Les items d'analyse ont porté sur les services, la communication, les conditions de service, la gestion des plaintes. L'enquête a aussi révélé des points d'insatisfaction au niveau de certains leviers, entre autres les retards de traitement. Les satisfactions nous amènent à nous endormir sur nos lauriers. Par contre, les insatisfactions nous permettent de travailler davantage et d'améliorer nos prestations. Cette enquête de satisfaction globale est instituée tous les 2 ans dans cette administration. Il s'agit de garantir à tous un service public de qualité répondant aux exigences de l'intérêt général. Deuxième titre de ce journal est direction Yamoussoukro dans la région centre du pays avec la 5e rencontre de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière ivoiro-burkinabé. Les représentants des 2 pays ont examiné les résultats des ateliers de travail des sous-commissions techniques. Les explications détaillées de Walter Amadou. La gestion des frontières communes est une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis le 8 février 2021 à Abidjan, ces 2 pays voisins ont mis en place une commission mixte paritaire de matérialisation de leurs frontières. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, est choisie pour abriter la 5e rencontre de cette commission. Essentiellement, c'était de valider l'esquisse de tracé théorique fait par la sous-commission technique. Ces travaux-là nous ont permis d'obtenir 60% déjà de tracés. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir la totalité du tracé de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Pour la présidence de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, cette identification de la frontière ne doit pas être perçue comme une barrière qui divise les peuples qui ont en commun des valeurs culturelles ancestrales. Les questions de frontières, c'est des questions de souveraineté pour lesquelles chaque État a besoin de savoir où est-ce que passe sa ligne frontière, mais nous travaillons de sorte à apaiser nos populations aux frontières, de faire en sorte que le vivre ensemble, sinon la paix qui règne déjà dans les zones frontalières, soit renforcée. Ce processus est un travail rigoureux et scientifique dont le budget du plan d'action est connu. Le plan d'action a été adopté depuis 2020. Ce plan d'action, le budget tourne autour de 4 milliards. Les financements ont déjà commencé pour nous permettre de travailler, mais nous bénéficions de l'appui financier du programme Frontières GIZ, PFUA. Les organisations d'ateliers, les missions de recherche de terrain sont financées par la GIZ et par l'État de Côte d'Ivoire avec des contributions, l'État du Burkina à travers des contributions. Matérialiser une frontière, c'est lui donner une clarté concrète approuvée par les États. Mieux, acceptée et respectée par les populations riveraines. C'est également le sens de cette rencontre. Des écoles primaires, des centres de santé, des collèges de proximité, des châteaux d'eau et autres pompes à motricité humaine construits ou réhabilités dans le Ourodougou, dans la région centre-ouest du pays. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a visité il y a quelques jours ces différents chantiers. Bouaké Fofana a exprimé sa satisfaction. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Avant 2013, la région du Ourodougou comptait une centaine d'écoles primaires de fortune. Ces conditions difficiles de travail et d'apprentissage impactaient négativement les résultats scolaires. Depuis 2013, le secteur éducation est inscrit aux priorités du conseil régional. Des écoles primaires modernes sont réalisées dans tous les villages du Ourodougou. Nous avons eu 2 nouveaux bâtiments de 3 classes chacun, donc ça nous fait 6 classes.
Étant donné que nous avons un effectif vraiment pléthorique, ça nous permettra l'année prochaine d'acquérir une seconde école. On travaillait dans les conditions difficiles. On était dans les appartements et les reptiles, les scorpions nous fatiguaient. Souvent, ça piquait les élèves. Donc, grâce au conseil régional aujourd'hui, nous avons eu un beau bâtiment qui nous facilite la tâche. La santé est aussi une priorité pour le président Bouaké Fofana et son équipe. Des centres de santé dotés d'ambulances, de logements de sages-femmes et d'infirmiers sont construits pour une meilleure prise en charge des malades. Au centre de santé qui était le plus proche sont à 17 km. Donc parfois, pour évacuer les malades, on a tous les problèmes. Il faut transporter les malades à moto, souvent les femmes enceintes. Il y a d'autres qui ont perdu la vie en cours de route. L'eau, source de vie, est à portée des mains des populations de la région. Des châteaux d'eau, des pompes à motricité humaine, hydrauliques villageoises améliorées ont été réalisées ou réhabilitées. Avant, on n'avait pas de pompe. Tout le village allait chercher de l'eau au marigot. L'eau n'était jamais propre, tout le temps on était malade. Mais merci au président Bouaké Fofana pour la pompe. Pour voir de plus près l'avancement des travaux, Bouaké Fofana s'est rendu dans plusieurs localités de la région. Sur place, le président du conseil régional a procédé au lancement des travaux de construction du collège de proximité. Aujourd'hui, les enfants arrivent en fin d'études primaires à l'âge de 10 ans, moyenne 10, 11 ans, et ils doivent aller à plusieurs dizaines de kilomètres de leurs parents, ce qui est déstabilisant pour les jeunes enfants. Donc le nombre d'écoles primaires dans le canton, la taille du canton, le nombre de villages justifiait vraiment que ce canton est un collège de proximité. Et c'est également la politique du gouvernement. À côté des infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques, plusieurs kilomètres de routes ont été reprofilés par le conseil régional. Des activités génératrices de revenus sont financées pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Kouibli et Fakobli dans la région ouest du pays engagés dans une dynamique de progrès et cela grâce à plusieurs acquis obtenus depuis l'avènement du président de la République Alassane Ouattara. Ces deux localités sont résolues à poursuivre les actions de développement. Pour en parler, Eugène Atoulé. Ces jours de marché à Fakobli, la ville devient le lieu de convergence de commerçants et acheteurs venus des localités alentours pour réaliser de bonnes affaires. Le marché nouvellement construit est fierté des autorités locales autant que les populations apparaît ce jour-là exigu. On y trouve de tout cependant. Aujourd'hui, Fakobli peut être fier de son offre en produits vivriers et de l'existence de nombreux commerces. Des indicateurs de progrès de cette localité où 10 ans plus tôt, de la vie de nombreux observateurs, il ne faisait pas bon vivre. Avant, c'était un peu enclavé. Il n'y avait pas assez de choses ici. Mais maintenant, ça va. Un commissariat de police, nous n'en avons pas. On n'a pas de banque. Les microfinances ne sont pas encore ici. Donc nous avons besoin de tout cela. En termes d'attractivité, on pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures. En termes de moyens de loisirs, on a plusieurs maquis qui sont là. On a aussi beaucoup de restaurants. Aujourd'hui, à Fakobli, contrairement au passé, sont des éléments qui peuvent permettre d'attirer. Nombreux sont les cadres, filles et fils de Fakobli et originaires de la région du Guémon, dont fait partie Fakobli qui parle de métamorphose, évoquant la transformation profonde de cette ville érigée en chef-lieu du département en 2013, à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Guémon. Cet acte historique pour le peuple Wobé ou Ouénor que constitue le vieux département de Kouibli et Fakobli, même aujourd'hui département, va être déterminant dans la marche de Fakobli vers le progrès. Fakobli et Kouibli constituent le grenier de la région. Ce qui reste à faire, c'est d'arriver à mettre une équation parfaite entre les potentialités du département et le niveau de vie de la population. Le développement a été véritablement amorcé. Si bien qu'aujourd'hui, la couverture au niveau de l'électrification est à 99%. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses ont été faites également. Sur le plan sanitaire, beaucoup de centres de santé aujourd'hui dans les villages. Si bien que le visage de Fakobli a fondamentalement changé. Les cadres et fils de Fakobli veulent être des acteurs participant au développement de leur région
et ne réchigne pas à mener des actions au service de la communauté. Dans le territoire communal, ce sont 20 km de voirie qui sont en train d'être réalisés en complément de ce que fait la mairie. Plusieurs routes fermées faute d'entretien sont l'objet de réouverture. Nous n'allons pas attendre l'État de Côte d'Ivoire à tout faire pour nous. Et si chaque enfant peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense bien que Fakobli va renaître de ses cendres et après l'État viendra en renfort. Si les populations s'en félicitent, elles regrettent que les liaisons intérieures, c'est-à-dire les routes reliant le chef-lieu du département aux sous-préfectures et celles-ci à leurs villages respectifs, soient encore difficiles d'accès. Pour quelqu'un qui arrive d'Abidjan, par exemple, à 18h, 19h, pour aller, par exemple, dans son village comme Kanebli, Sémia ou les autres villages, il n'y a pas de taxi. Il est obligé de chercher les taxis motos pour partir avec. Et ces taxis motos, c'est eux qui nous permettent de vraiment sortir de ce problème que nous vivons aujourd'hui à Fakobli. Fakobli, Kubli, en passant par Pombli, la voie est très accidentée. Vous imaginez, d'ici Kubli, ça peut faire au moins 32 km. Mais quand je me mets dedans, je peux faire au moins 3 heures à 4 heures du temps. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les populations établissent un nouveau pacte de confiance. Traduction, la cérémonie d'hommage, doublée de la reconnaissance organisée à Fakobli, la toute première manifestation du genre dans l'histoire de cette localité. Aujourd'hui, filles, fils et cadres du Ouest Nord s'accordent pour dire que le temps est venu pour ce peuple d'épouser la vision de développement et de progrès du président Alassane Ouattara et lui exprimer son indéfectible attachement pour tout ce que cette partie de la région de Guémon a obtenu et a en droit d'obtenir du président. On continue toujours d'œuvrer dans nos partis politiques, mais il faut qu'on accepte de se mettre ensemble, de s'asseoir véritablement pour parler développement de Fakobli. Depuis le temps où Houphouët-Boigny, c'est aujourd'hui que nous voyons véritablement ces projets d'envergure au niveau de la Côte d'Ivoire. De façon unanime, les populations ont reconnu le travail que le président Ouattara est en train de faire et ont pris l'engagement de le suivre désormais et vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui sera dit parce qu'il apporte le développement au pays. À travers les services déconcentrés et structures décentralisées, l'État marque sa présence dans les 2 départements du Ouest Nord, que sont Fakobli et Kouibli. Leur marche vers le progrès s'accompagne de la nouvelle dynamique que lui impulsent leurs populations respectives. Dans le département, c'est d'abord la bonne cohabitation entre les populations autochtones et les autres populations, que ce soit les populations allochtones ou les populations allogènes. Les espoirs pour demain, c'est vraiment que les outils conçus par l'État pour booster le développement puissent jouer pleinement leur rôle. Le grand projet que nous avons tous rêvé jusqu'à présent de relier Mans à Kouibli va se concrétiser cette année 2023. C'est vraiment le bonheur pour notre région en général et pour le département de Kouibli en particulier. Kouibli et Fakobli ont gagné aujourd'hui le pari d'être sortis de la léthargie dans laquelle ils étaient plongés hier. De belles perspectives de développement s'offrent à ces 2 chefs-lieux de département, déjà riches de leur potentiel agricole et encore riches de leur sous-sol, lequel contient un important gisement de fer, bientôt ouvert à l'exploitation et localisé au niveau du mont Klanouillo. Au chapitre santé, la célébration récemment en Côte d'Ivoire de la journée mondiale de lutte contre l'hémophilie à l'Institut national de la santé publique dans le district d'Abidjan. L'hémophilie, c'est lorsque le sang ne coagule pas correctement. Les populations ont pu faire le test de dépistage. Le point dans ce reportage de Massati Ouattara et Jean-Marc Djadji. Les experts du ministère de la Santé en réflexion avec les bénévoles de l'ONG IHMS International sur les cas d'hémophilie en Côte d'Ivoire. Objectif de l'entrevue, élaborer et renforcer la sensibilisation dans le pays. L'hémophilie résulte d'une absence de facteurs de coagulation 8 dans le sang. À ce jour, l'on enregistre plus de 200 hémophiles dans le pays. La prévention reste une priorité pour les spécialistes et volontaires des ONG. Lorsque on a une effraction veineuse, on se blesse, on saigne. Mais il se trouve que chez les hémophiles, le saignement a tendance à ne pas s'arrêter comme chez le sujet normal.
Donc l'hémophile, il saigne beaucoup plus longtemps. Nos activités, sensibiliser d'abord la population qui connaît très mal la maladie qui est l'hémophilie. Et en plus donc, nous sillonnons, faisons des campagnes de sensibilisation, sillonnons tout le territoire pour faire des rassemblements et parler de l'hémophilie. Depuis 2021, une cinquantaine de patients sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement a créé déjà un programme qui organise tous les acteurs dans le sens de la lutte, d'une meilleure harmonisation, la meilleure mise sur pied des stratégies de lutte contre cette maladie. La journée mondiale de l'hémophilie est célébrée le 17 avril de chaque année. Dans le monde, ce sont plus de 209 000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Le test de l'hémophilie se fait gratuitement dans tous les centres de santé en Côte d'Ivoire. Le Sénégal sur le qui-vive après la découverte d'un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ce virus provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévères. Selon les autorités sénégalaises, le patient est décédé fin avril. Retour en Côte d'Ivoire, à Tékoubé, commune du district d'Abidjan, a célébré récemment 146 jeunes formés en secourisme et sécurité incendie. Il s'agit de la première promotion de secouristes, événement en présence du maire Paulin Claude Danho. Pour en parler, Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji. 146 secouristes prêts pour la protection et la prévention contre les dangers qui guettent les populations de la commune d'Atékoubé. Ils sont présentés par le conseil municipal après une formation. Après 5 mois de formation meublée d'activités conjointes, effectuées avec passion, volonté et dévouement, dans le respect et la discipline, je vous rassure, en tant que premier responsable, que ces jeunes secouristes sont habilités à œuvrer dans tous les domaines de l'action secouriste. Le maire de la commune d'Atékoubé, Paulin Claude Danho, parrain de la cérémonie, exhorte ses fileuls à promouvoir l'excellence. Dans les jours à venir, nous allons vous déployer sur toute l'étendue de la commune. Nous comptons sur vous pour cette action de terrain, pour être des modèles, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut trouver des jeunes volontaires pour défendre leur cité. Les secouristes volontaires de la commune d'Atékoubé constitueront l'ossature de l'Office communal de la protection civile. Cette activité s'inscrit dans le programme d'insertion sociale de la jeunesse de la commune. Cette première cohorte est baptisée Promotion Paulin Claude Danho. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, l'INIPA, entièrement réhabilité et équipé à hauteur de 30 millions de francs CFA. Il s'agissait d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Patricia Kouakou et Walter Amadou. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA, présente désormais un nouveau visage. Ce centre pour personnes avec handicap visuel a été rénové à hauteur de 30 millions de francs CFA. Une initiative de la Société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification SNEDAI qui a également fait des dons d'équipements médicaux et didactiques. Notre programme d'entreprise engagée et responsable nous encourage à promouvoir et à participer activement à tout projet de performance durable pour le bien-être des populations. Nous nourrissons la volonté d'offrir à l'administration ainsi qu'au personnel éducatif, également aux pensionnaires, un cadre de vie qui participe à leur épanouissement. Le directeur de l'INIPA et les pensionnaires apprécient à sa juste valeur l'acte social qui, selon eux, va permettre d'améliorer les conditions de travail et de vie de l'Institut. Je remercie les donateurs pour l'action posée ici à l'Institut des aveugles. Nous sommes très contents par ma voix, mes amis se joignent à moi pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse infiniment pour tout ce que vous faites à INIPA. Vous avez réhabilité entièrement ce bâtiment. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles a été créé en 1974. Il compte à ce jour 300 pensionnaires, dont 154 internes. Drame hier dans la commune d'Adjamé. Un incendie a ravagé un entrepôt
de stockage de balles de tissu dans le quartier Séfi. De nombreux riverains apeurés ont essayé de mettre leurs affaires à l'abri. Khalil Diomandé et Jean Djadji. Une immense fumée aperçue depuis le pont du lycée technique de Cocody. C'est un grand magasin de vente de tissus au quartier Séfi d'Adjamé qui est en train d'être ravagé par les flammes. Les soldats du feu sur les lieux tentent de stopper l'incendie, mais la tâche s'avère difficile. Ils sont appuyés par les résidents, mais il en faudra bien plus face à ces flammes qui ravivent. Les locataires des habitations qui jouxtent le magasin sont troublés et s'empressent de sauver quelques affaires. Tous ont été surpris par les flammes. Bon, en fait, moi j'étais dans la cour. Quand j'ai vu, les gens criaient le feu sortait, il y a le feu sortait, il y a le feu. C'est là où je suis sorti, puis on a vu la fumée. On a vu la fumée même qui sortait, même une forte fumée qui sortait. On a cherché à appeler d'abord le propriétaire d'abord. Pour qu'il vienne. Donc il y a mon frère, il a appelé mon frère, donc automatiquement il a couru, il a parti appeler les pompiers. En même temps appeler les propriétaires en même temps. J'ai peur que le feu me prenne la maison, sincèrement j'ai peur. On a peur même, sincèrement. On n'a pas pu faire sortir tout. Il y a nos papiers, il y a nos diplômes, tout est là-bas. Ça nous inquiète. Pendant plus d'une heure sur les lieux, les pompiers peinent à maîtriser le feu. Ils appellent un renfort. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à l'intérieur de ce magasin pour occasionner un tel sinistre? On ne travaille pas les dimanches. On ne travaille pas les dimanches. C'était fermé, tout est fermé. Bon, on ne sait pas aussi qu'est-ce qui a déclenché le feu. Franchement, on ne sait pas. Ça fait mal. Voir... Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens présentement. Pour l'heure, aucun bilan n'a été établi par les sapeurs-pompiers militaires. Mais une chose est certaine, les dégâts matériels sont énormes et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Des échanges récemment à Atié-Guakro, dans la région centre du pays. Le chef de canton des Manonfouet s'est entretenu avec les cadres de la localité. Au menu, le développement de Atié-Guakro. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Auguste Félix Kwasi Kofi, à la tête d'une forte délégation venue du village de Sakiari, est reçu par Nanan Koba II, chef canton des Nananfouet à Atié-Guakro. Tout le canton se réjouit du choix du président de la République porté sur un de ses cadres en le nommant au poste de vice-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Je ne suis pas gouverneur pour avoir des ennemis. Il faut être gouverneur pour apporter le développement. Et seul, on ne peut pas apporter le développement. Mais il faut qu'avec l'ensemble des cadres, qu'on puisse développer notre département. Au nom de toute la population du département d'Atié-Guakro, dis mes gratitudes au chef de l'État, à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Depuis la création du district autonome de Yamoussoukro, c'est la première fois qu'un cadre du Nananfouet est nommé à ce poste. Ils entendent tout mettre en œuvre pour le développement des cantons Akoué et Nananfouet dont ils sont originaires. Dans l'actualité nationale également, cette cérémonie d'hommage au Palais de la Culture de Trècheville à feu Valérie Oka, artiste designer décédé le 8 avril dernier. Une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les précisions de Serge Paco-Medidi et Franck Quadio. L'artiste designer Valérie Oka reçoit à titre posthume les hommages du ministère de la Culture et de la Francophonie, sans oublier la grande famille artistique. Figure incontournable de la scène de l'art contemporain en Afrique, Valérie Oka est auteur de plusieurs œuvres qui explorent la condition humaine et l'identité noire, à travers une série de témoignages, de souvenirs et d'anecdotes, de faits marquants. Les acteurs du monde de l'art et de la communication reviennent sur les valeurs incarnées par cette artiste communicatrice. Inutile de dire que c'était un grand artiste, était d'une autorité internationale. Mais la personne même était une personne de bien. Elle respirait la vie, elle savait communiquer la joie de vivre. Elle était plus discrétionnaire, elle touchait à tout, à l'art graphique, à l'installation, à la performance. Plusieurs personnalités ont aussi marqué de leur présence la cérémonie. Hommage. Valérie Oka, qui était une femme d'art, qui a voulu porter haut l'art, la culture
dans les traces de notre pays, qui a porté haut le flambeau de notre pays sur le continent africain et en dehors. Pour Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Valérie Oka laisse un précieux héritage. Et cette histoire, elle n'est pas finie. Valérie nous laisse un lourd héritage. Tout ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on continue de porter son flambeau, c'est continuer son œuvre. Elle est riche, elle était internationale, elle va continuer de vivre à travers chacun d'entre nous. Diplômée de l'école d'art graphique de Paris et de la School of Visual Arts de New York, Valérie Oka a réussi à exporter son art. La journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs est célébrée aujourd'hui, 1er mai 2023. En Côte d'Ivoire, les syndicats sont reçus à la primature dans la commune du Plateau par le Premier ministre Patrick Hachi. Cérémonie retransmise en direct dans quelques minutes sur RTI 1. Et c'est la fin de ce journal. Au nom de toutes les travailleuses et tous les travailleurs du groupe RTI, je vous souhaite un excellent 1er mai 2023.